Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais rappeler l'ordre du jour de la réunion. Elle sera découpée en 6 parties. Donc, dans une première partie, on fera un rappel réglementaire, la décomposition d'une facture, sur l'évolution des prix et des tarifs. Dans une seconde partie, on verra l'intérêt d'un achat groupé de surcroît avec TE38. Dans une troisième partie, on vous informera sur le groupement en cours et l'accord cadre à construire. Dans une quatrième partie, on présentera la consultation à venir. Et dans une cinquième partie, on vous informera sur les modalités d'adhésion au groupement. Et puis enfin, dans une dixième partie, elle sera consacrée à des questions-réponses, un temps d'échange si vous avez des interrogations sur ce qui vient d'être présenté. Donc, moi, je vais vous faire un bref rappel sur les règles de la commande publique. Voilà, je vais vous faire un bref rappel sur les règles de la commande publique. Vous savez qu'en tant que collectivité, quand vous achetez un bien, un service ou vous faites faire des travaux, vous êtes soumis à des règles strictes. Donc, le seuil en dessous duquel les marchés sont conclus en dehors de tout formalisme a été relevé à 40 000 euros depuis le 1er janvier 2020. Donc, ce seuil s'entend par famille d'achat sur la durée du contrat. Donc, si le montant de la fourniture de vos contrats électricité dépasse 40 000 euros sur la durée de votre contrat, vous devez passer une procédure adaptée ou formalisée. Un rappel maintenant sur la décomposition d'une facture d'électricité. Donc, une facture d'électricité est découpée en 3 familles à peu près identiques. Donc, une partie fourniture, une partie acheminement et une partie taxe. Donc, la consultation qu'on va lancer là à TE38 aura pour objectif d'optimiser la partie fourniture. Donc, la partie acheminement de votre facture pourra être optimisée lors de l'exécution des contrats, notamment via l'exercice d'optimisation qui sera proposé par le fournisseur retenu à chacun des membres. Et concernant la partie contribution et taxes, c'est en diminuant vos consommations que vous pouvez faire baisser le coût total de vos contributions et taxes. Normalement, c'est bon. Alors, je vais vous parler un petit peu des prix des marchés d'électricité. Donc là, on vous présente une courbe qui vous donne l'évolution des prix de l'électricité depuis le 1er janvier 2015. Donc en fait, vous avez 2 jeux de courbes. Vous avez ce qu'on appelle la base et ce qu'on appelle le pic. Donc c'est les 2 produits qui sont achetés par les fournisseurs d'énergie pour formaliser vos offres. Et donc vous pouvez constater que sur la partie droite du graphique, qui date d'il y a 2 jours, vous pouvez observer que les prix pour l'année prochaine en base et en pic sont montés à hauteur de 100 € et à peu près 118 € du mégawattheure. Alors qu'au 1er janvier 2015, on était juste en dessous de 40 € du mégawattheure pour la base et environ à 50 € du mégawattheure pour le pic. Donc en clair, en 5 ans, les marchés ont plus que doublé. Mais vous pouvez aussi observer que même si en grande tendance les prix n'ont fait que monter, sur des périodes plus courtes de 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous avez des fluctuations qui sont très fortes à la hausse comme à la baisse, puisque vous pouvez avoir un pic à hauteur de 80 € en 2018 et ensuite les prix qui sont redescendus vers 40 €. Donc vous pouvez avoir des fluctuations de l'ordre de 100% sur 2 ans, éléments sur lesquels on reviendra un peu plus tard lorsqu'on parlera de la typologie des prix qu'on va retenir. Donc on va passer à la deuxième partie sur l'intérêt d'un achat groupé et de surcroît avec TE38. Donc participer à un achat groupé peut être une opération intéressante aussi bien pour les consommateurs que pour les fournisseurs. L'avantage principal pour les clients est avant tout économique. Ce type d'opération permet de bénéficier d'un prix négocié et donc plus compétitif qu'en passant par une souscription individuelle. Le deuxième avantage est que le périmètre de l'accord cadre est fiable puisqu'il repose sur les données des distributeurs et des fournisseurs. Et en dernier lieu, on fait valider ce périmètre-là par les membres. Donc le troisième avantage,
permet de bénéficier d'une expertise juridique et technique que les collectivités n'ont pas forcément en interne, parce que l'achat d'énergie, c'est quand même un domaine très complexe. Et du coup, ça permet aussi de vous faire gagner du temps en évitant de lancer une procédure seule dans votre collectivité. À côté des avantages généraux d'un achat groupé, l'intérêt spécifique de rejoindre T38, c'est d'avoir une coordination de l'achat par un acteur au plus proche des collectivités et des membres. Contrairement, par exemple, aux centrales d'achat de type national, type UGAP. Ça permet aussi de bénéficier d'une expertise et une veille des marchés d'électricité carbone grâce à un AMO qui suit quotidiennement le cours des marchés. Ça permet aussi d'avoir un appui personnalisé et réactif dans la mise en place du marché. Et en cas de difficulté en cours d'exécution, en fait, on est quand même là pour vous accompagner en cas de besoin. Et enfin, le dernier avantage, c'est faciliter en fait, les relations avec le service conseil en énergie partagée pour les collectivités qui y ont souscrit. Donc, l'information sur le groupement en cours et l'accord cadre à construire. Donc, le groupement de TE38 repose sur une convention de groupement qui définit les missions du coordonnateur, les obligations des membres et les conditions d'adhésion et de retrait du groupement. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les aspects. J'insisterai juste sur le fait que, en fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut informer le coordonnateur de tout aléa le plus rapidement possible pour qu'on puisse venir en appui en cas de difficulté d'exécution du marché. Et quant aux conditions d'adhésion, elles sont peu restrictives. Il faut juste avoir en tête que le retrait du groupement ne peut pas se faire en cours d'exécution, mais uniquement à son terme. Et enfin, il n'y aura qu'une seule et unique CAO d'attribution, c'est celle du coordonnateur. Donc là, vous avez un panorama là, des consultations qui sont en cours et portées par TE38. Donc actuellement, nous avons 2 accords cadres. Donc un accord cadre qui comprend 207 membres qui concerne les sites supérieurs à 36 kVA et les sites inférieurs à 36 kVA, donc avec 156 membres. Donc le but de cette consultation là, pour 2023, c'est de fusionner ces 2 groupements pour n'en faire plus qu'un. Et puis effectivement, là, on a aussi en cours une consultation, je ne sais pas si certains d'entre vous font partie aussi du groupement gaz, qui a été attribué à la SAV récemment. Donc là, vous avez aussi un panorama géographique des collectivités adhérentes à l'achat d'énergie. Donc voilà, on espère encore, avec cet accord cadre, réunir encore plus de collectivités iséroises. Alors concernant le groupement à construire, on a commencé à évaluer le potentiel tant en quantitatif qu'en volumétrie ou en nombre de membres. Donc on a un potentiel de 209 membres actuellement, donc 204 sur le territoire d'Enedis, 6 sur le territoire de Greenalp. Donc bien entendu le TE38 faisant partie des deux, étant présent sur les 2 territoires, vous avez un écart entre 209 et 204 plus 6 qui s'explique par cela. Et enfin, vous avez un nombre de membres à déterminer sur un lot qu'on serait amené à lancer pour une offre à haute valeur environnementale. Donc ça, on va vous en parler, c'est spécifique à cette année. Donc pour l'instant, on n'a pas recensé de besoin spécifique sur ce lot qu'on vous propose de lancer, mais ça sera justement l'objet de la phase de collecte, ça sera de recenser notamment ce besoin spécifique. Donc sur la présentation de la consultation à venir, donc le type de procédure envisagé est un accord cadre qui, compte tenu du montant de la fourniture, se fera sous la forme d'une procédure formalisée, donc strictement réglementée par le Code de la commande publique. Donc l'accord cadre en fait permet de disposer du temps nécessaire pour analyser les mémoires techniques des candidats. Et généralement, la durée de validité des offres est de 3 ou 4 mois. Et le marché subséquent permet de bénéficier des opportunités de marché les plus fortes
Et étant donné que la durée de validité des offres est très courte. Et plus cette durée est courte, moins les fournisseurs ont la possibilité de faire du markup. Donc le markup, c'est un surcoût qui permet de couvrir la volatilité des prix pendant cette période. Sur la durée d'exécution du marché, on veut partir sur un accord cadre de 4 ans. Et par rapport à l'accord cadre précédent, on a choisi de faire un marché subséquent d'une durée de 3 ans, alors qu'auparavant, on avait 2 marchés subséquents de 2 ans. Donc ça facilite les problèmes de bascule, parce qu'une bascule, c'est toujours un peu, entre fournisseurs, c'est toujours un peu stressant. Et puis, en fait, cette durée est également en adéquation avec le marché de l'énergie, pour lesquels les prix de l'énergie sont visibles à une échéance de 3 ans. Alors, en ce qui concerne le panel des fournisseurs qui sont présents en marché public, donc il y a un certain nombre d'acteurs que vous connaissez bien, qui sont les 3 acteurs prédominants, EDF, Engie et Total Energy, mais aussi sans doute des fournisseurs que vous connaissez un petit peu moins, qui se positionnent davantage sur ce qu'on appelle les offres à haute valeur environnementale. Donc on y reviendra tout à l'heure en détail sur la définition d'une offre à haute valeur environnementale. Vous connaissez sans doute le principe des garanties d'origine qui vous permettent de souscrire à une énergie qu'on dit verte. En complément de cette typologie de garantie d'origine, il existe des garanties d'origine de qualité supérieure qui vous permettent en fait de verdir votre consommation et votre approvisionnement d'électricité. On y reviendra en détail. Donc sur ce panel, on a en fait présenté dans les premières colonnes, donc C5, C4, C3, C2, ce sont les segments de marché. Donc les C5, c'est les ex-tarifs bleus, les C4, ce sont les ex-tarifs jaunes, les C3, ce sont les ex-tarifs verts profilés, les C2, c'est les ex-tarifs verts avec une courbe de charge. Ensuite, on a présenté les fournisseurs qui étaient à même de répondre sur le territoire des entreprises locales de distribution, donc en l'occurrence Greenalp dans votre région. Et enfin, dans la dernière colonne, on présente les fournisseurs qui sont à même de proposer des offres à haute valeur environnementale. Donc vous pouvez constater que la répartition de ces fournisseurs elle est assez hétéroclite. Donc vous avez les fournisseurs dominants qui globalement ne proposent pas d'offres à haute valeur environnementale, mais qui se positionnent sur tous les territoires, autant Enedis que Greenalp. Et à l'inverse, en bas du tableau, vous allez avoir des fournisseurs qui se positionnent principalement sur les offres à haute valeur environnementale et qui se positionnent peu ou pas sur l'approvisionnement en fourniture classique. Donc, de par le fait que cette répartition soit hétérogène, on est du coup conduit à vous proposer a priori 3 lots qui seront détaillés par Naini juste après. Alors du coup, par rapport, en fonction du panel de fournisseurs que vous a présenté Maxime, effectivement, on va allotir la consultation en 3 lots. Donc le lot 1, ce sera les PDL distribués par Enedis avec une garantie d'origine standard. Et le lot 2 concernera les PDL distribués par Enedis avec des garanties d'origine premium. Et enfin, le troisième lot concernera les PDL distribués par ELD. Donc en ce qui concerne le BPU, nous souhaitons une transparence totale sur les différentes composantes de la facture de fourniture en adéquation avec la facture que les membres vont recevoir pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc c'est pourquoi nous distinguerons donc un prix d'abonnement annuel éventuel de fourniture pour les PDL de puissance inférieure à 36 kVA, un prix unitaire de fourniture par tranche euro saisonnière, un prix unitaire de capacité par tranche euro saisonnière, un prix unitaire des C2E et un surcoût unitaire dissocié pour l'énergie verte. Donc, concernant les critères de choix au stade de l'accord cadre et du marché subséquent pour les lots 1 et 3, donc le critère technique sera décomposé en 5 sous-critères notés sur 95 points. Le prix sera noté sur 5 points. Et ce prix sera indicatif et sera soit ferme, soit indexé selon les prix du marché. Et au stade du marché subséquent, le critère technique seul sera pondéré dans une fourchette de 0 à 20%, avec une possibilité laissée aux candidats d'actualiser leur offre technique. Et le critère prix sera noté dans une fourchette allant de 80 à 100%.
Donc la pondération qui sera choisie au stade du marché subséquent variera en fonction de la qualité des offres remises par les candidats. Si tous les candidats sont équivalents en fait, au point de vue technique, on s'orientera sûrement vers un critère 100% prix au stade du marché subséquent, comme ça a été le cas pour le gaz. Alors on va rentrer dans une partie qui est un peu plus complexe, qui concerne la typologie des prix. Donc vous savez qu'en marché public, vous avez la possibilité soit de souscrire à un prix ferme, soit à un prix révisable. Donc quand on l'applique au marché de l'énergie, il faut comprendre que concrètement, les fournisseurs ont un panel de typologie de prix qui est très varié, et en fait, ils l'adaptent à la commande publique. Donc en fait, en marché privé, vous avez un panel de typologie de prix qui est très large. En marché public, il est un petit peu plus resserré, mais il en reste tout de même complexe. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous les présenter de façon exhaustive sur cette slide, et dans la prochaine slide, de rester plus précis sur deux typologies qu'on va détailler. Donc d'un point de vue totalement théorique, vous pouvez soit signer à prix ferme, donc c'est-à-dire que le jour de la remise des offres, le fournisseur vous remet un prix qui sera le même sur toute la durée du marché subséquent, donc sur 3 ans. Donc c'est-à-dire que par exemple en début d'année, imaginons que le marché subséquent soit attribué fin janvier ou février prochain, vous aurez un prix qui sera déterminé de 2023 à 2025, admettons en février 2022. Lorsqu'on s'intéresse aux autres typologies de prix, donc aux prix indexés, il faut savoir contrairement au gaz, en électricité, en marché public, aucun fournisseur ne propose des prix qui sont indexés au mois. Il n'y a pas d'offres indexées au mois, et encore moins à la journée. C'est des offres qui sont plutôt à destination des industriels. Donc vous n'avez pas d'offres de cette typologie-là en électricité. En revanche, vous avez un mécanisme qui permet d'indexer les prix qui s'appelle l'Arenh. Donc vous pouvez souscrire à une offre qui contient de l'Arenh. Donc étant donné que le prix de l'Arenh n'a pas varié depuis 2012, on a tendance à oublier que c'est un prix indexé, puisque son niveau de prix reste à 42, mais quand l'Arenh a été créé, le prix de l'Arenh était à 40 €. Donc aujourd'hui il est à 42. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous souscrivez à un prix Arenh, c'est uniquement sur une partie de votre profil. Vous n'avez pas le droit à l'Arenh pour 100% de vos consommations, sauf exception. Donc pour vous donner un exemple, le parc Astérix, par exemple, a un taux d'Arenh supérieur à 100% parce qu'il consomme énormément l'été. Quand vous êtes un site tertiaire classique, vous avez un droit à l'Arenh qui est de l'ordre de 80% de votre profil. Quand vous consommez plutôt en heure de pointe, par exemple, un tramway qui va consommer fortement pendant les heures de pointe le matin en chauffant ou en rafraîchissant ou en climatisant sa rame pendant l'été, aura un volume d'Arenh d'environ 62-63%. Donc là-dessus, le prix Arenh, c'est un moyen pour une partie de son profil d'avoir un prix qui est garanti à 42 €. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix peut tout simplement être écrété en fin d'année. Pourquoi ? Puisque l'ensemble des fournisseurs ont le droit de commander par an 100 TWh à EDF producteur d'Arenh. Donc bien entendu, les besoins des fournisseurs peuvent être beaucoup plus importants que 100 TWh. Donc l'année dernière, le niveau de commande était à 147. Donc en fait, tous les fournisseurs qui ont commandé de l'Arenh se sont vus diminuer leur volume commandé. Et donc ensuite, les fournisseurs retranscrivent cette diminution à chacun de leurs clients. Donc quand vous commandez de l'Arenh pour un volume donné, si les commandes Arenh de tous les fournisseurs sont dépassées, vous êtes ce qu'on appelle écrété. Donc en fait, vous aurez le droit à de l'Arenh sur un volume qui est finalement plus faible que ce qui était prévu. Ensuite, vous pouvez avoir des offres qui mélangent des prix fixes et des prix Arenh. Donc c'est rarement le cas, donc je vais pas m'étendre sur cette planche-là. Ensuite, vous avez un autre mécanisme qui vise à souscrire à un prix fixe en plusieurs fois. Donc c'est-à-dire plutôt que d'attribuer le marché au fournisseur qui vous présente le prix le plus bas le jour de la remise des offres, vous allez finalement attribuer le marché à un fournisseur qui vous remet une formule de prix la plus optimisée. Donc sur cet aspect-là, je vais vous proposer d'aller sur la slide d'après. Donc voilà, après, comme l'expliquait Maxime,
signer une offre de fourniture d'électricité à prix ferme, donc fixe et fixé en une seule fois. C'est contraire à la règle de répartition des risques. Donc il est plus intéressant de se battre contre le marché en fixant le prix en plusieurs fois et au bon moment. En sachant que cette stratégie d'achat, elle est possible que pour les lots qui ont un volume supérieur à 10 gigawattheures, c'est ça? Oui. Ouais. Et donc, acheter en plusieurs fois, en fait, ça augmente la probabilité d'un prix de fourniture moyen optimisé. Ça conduit à disposer d'un prix ferme et garantit la visibilité budgétaire sur l'année N+1. Et du coup, accompagner l'achat en plusieurs fois d'une possibilité de retour, donc comme l'expliquait Maxime, de retour à l'arène, permet de lisser le prix définitif si les prix du marché en fait augmentent. Donc en synthèse, la stratégie qu'on vous propose d'adopter, et on vous propose de l'adopter, bien entendu, en observant les marchés qui sont actuellement très hauts. Quand vous reprenez la courbe que je vous ai montrée au tout début, entre 2015 et aujourd'hui, vous pouvez observer que la courbe, les prix n'ont jamais été aussi hauts. Donc en fait, aujourd'hui, fixer le prix pour 3 ans de 2023 à 2025, lorsque les marchés sont au plus haut, c'est finalement une prise de risque qui est relativement grande. Et donc on se propose de ne pas affermir le prix en une seule fois, mais de le faire en plusieurs fois. Donc en fait, ce qu'on vous propose de faire, c'est de tout simplement répartir les risques comme il a été dit. Et pourquoi? Parce qu'on fait l'hypothèse que courant 2022, courant 2023, la probabilité que les prix baissent pour l'année 2 ou 3 du marché est plus importante que celle que le marché continue de monter pendant 3 ans. Donc en fait, si vous voulez, on irait affermir les prix que pour la première année, pas nécessairement pour les années suivantes. Donc en fait, on attendrait que le marché diminue. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que lorsque vous fixez votre prix sur les marchés, vous le fixez pour 100% de votre volume. Donc en fait, on a un volume sur le lot 1, on a 110 gigawattheures. Donc on va fixer le volume en plusieurs fois pour 110 gigawattheures, pardon. Et donc à l'issue de ces prises de position, vous allez avoir un prix moyen qui sera déterminé. Donc imaginons que vous fixez votre prix en 4 fois. Donc par exemple en février, en mai, en juin et en septembre 2022 par exemple. La moyenne de ces 4 prises de position va vous donner un prix pour 2023. Ce prix-là, s'il est donc si on peut juste passer à la planche d'après s'il vous plaît. Si ce prix-là, il est supérieur au prix de l'arène, on va être tenté de souscrire à notre droit arène. En revanche, si on se retrouvait par exemple 2015, si vous faites vos 4 prises de position et que la moyenne de vos prises de position est par exemple à 40 ou 41 euros, bah en fait votre prix moyen il est moins performant que le prix de l'arène. Donc du coup, vous êtes tenté de conserver ce prix-là. En revanche, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, les prix étant à 100 ou 118 euros en base ou en pic, vous êtes bien au-delà du prix de l'arène qui est à 42. Donc en fait, quand vous avez fait vos 4 prises de position, vous avez un prix résultant qui peut être optimisé grâce au mécanisme de l'arène. Et donc pour cela, on se propose de revenir au prix de l'arène pour une partie du volume, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez le droit à l'arène pour une part de votre volume. Bien entendu, on a aussi dit que ce volume était écrété chaque année, mais peu importe, il vous reste un droit à l'arène que vous avez le droit d'utiliser. Donc en fait, à l'issue de ces prises de position, on fera ce qu'on appelle un swap arène, c'est-à-dire qu'on va revendre une partie des volumes que le fournisseur aura acheté et on va le remplacer par votre droit arène auquel vous avez le droit d'un point de vue réglementaire. Et donc comme on le remplace, le but du jeu, c'est de revendre votre volume lorsque les marchés sont au plus haut. Et bien entendu, le but, c'est de faire les prises de position quand le marché est au plus bas. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette planche, dans le diagramme du bas. Si les prix de marché sont supérieurs à l'arène, évidemment, il faut tenter de prendre les positions au plus bas du marché, donc quand les courbes sont à des points intermédiaires bas, et de réaliser votre droit à l'arène quand les marchés sont plus haut, puisque le swap arène, en fait, c'est un
exercice de revente. Donc ça, on y reviendra a priori lorsque vous aurez des questions, si vous voulez qu'on détaille davantage. Donc, TE38 propose pour cet accord cadre aux membres qui le souhaitent de souscrire à des garanties d'origine standard. Donc, ce sourcing se fera à hauteur de 0, 50 ou 100% du volume de vos PDL et devra être renseigné dans le fichier de validation de votre périmètre. Donc, ces garanties d'origine seront isolées dans le BPU unitaire et le coût associé à ces garanties d'origine est compris entre 0,35 et 1 euro du mégawattheure. Et en plus des garanties d'origine standard, il est proposé aux membres, pour un ou plusieurs de leurs sites, de disposer de garanties d'origine premium. Donc la distinction entre les garanties d'origine standard et les garanties d'origine premium est que les premières, elles sont achetées sur les marchés de garantie d'origine standard, alors que les garanties d'origine premium sont directement achetées aux producteurs d'énergie renouvelable via un contrat de gré à gré. Alors en fait, ça c'est fait pour soutenir le développement de nouveaux projets énergie renouvelable répartis sur le territoire national et développer et accompagner la filière indépendamment des subventions de l'État. Donc, peut-être que Maxime, tu veux peut-être juste préciser sur les offres HVE des fournisseurs, parce qu'il y en a qui mixent, je crois, les deux types. Oui, alors pour compléter ce qu'il faut bien retenir, donc comme l'a dit Nalini, quand vous achetez votre énergie sur les marchés de l'énergie et que vous demandez à votre fournisseur une énergie verte, en fait, il va se souscrire sur un autre marché, sur le marché des garanties d'origine. Donc c'est ce que vous voyez sur le graphe de droite. Sur le graphe de gauche, on n'est plus du tout nécessairement, on n'est plus sur les marchés de l'énergie, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la bourse de l'énergie. Les fournisseurs achètent en contrat de gré à gré à des producteurs de l'électricité. Donc là, en fait, c'est un échange entre un fournisseur et un producteur via un contrat de gré à gré. Sur la partie droite, vous n'êtes pas sur un marché de gré à gré, vous êtes sur la bourse de l'énergie, et donc vous êtes sur les marchés à court terme. Et donc concrètement, les offres à haute valeur environnementale, elles se traduisent de la façon suivante. Quand le fournisseur achète au producteur de l'électricité à haute valeur environnementale, il récupère une garantie d'origine, mais pas une garantie d'origine qu'il a achetée sur le marché des garanties. Il récupère la garantie d'origine de ce moyen de production. Donc il est identifié. Et c'est pour ça en fait qu'il peut avoir un surcoût. Et pourquoi ce moyen de production peut avoir un surcoût? Il a un surcoût si cette installation n'est pas subventionnée par l'État. À l'inverse des garanties d'origine classique, les garanties d'origine classique, elles émanent soit de moyens de production qui sont déjà amortis, donc par exemple les barrages à haute puissance, des éoliennes qui ont été installées dans les années 2000, et donc ces garanties, ces moyens de production ayant été subventionnés par l'État, donnent lieu à l'émission de garanties d'origine, mais ces garanties d'origine, elles sont disponibles sur des marchés et non pas auprès du producteur. Donc là, c'est les deux grandes familles d'offres de garanties d'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains fournisseurs n'achètent que des garanties d'origine standard, certains fournisseurs ne souscrivent qu'à des garanties d'origine premium. Donc par exemple Enercop et Planetary qui sont cités notamment en première position ex aequo par VVF. Et au milieu, vous allez avoir des fournisseurs qui font un mix des deux. Donc vous allez avoir des fournisseurs qui vont acheter des garanties sur les marchés et aussi des garanties auprès directement de producteurs. Et donc en fait, la qualité de l'offre à haute valeur environnementale et donc son prix, elle va dépendre en fait de ce pourcentage de garantie d'origine selon que la nature soit classique ou premium. Alors ensuite, pour faire un point sur les prix de ces garanties. Donc ce que je vous propose, c'est en fait, je vous ai présenté un exemple. Donc dans le tableau qui est tout en bas, vous pouvez, donc on a pris l'exemple d'un volume de 500 MWh. Donc imaginez que vous avez un membre qui consomme 500 MWh.
donc les prix qui sont pratiqués par les fournisseurs sur les garanties d'origine standard sont entre 35 centimes et 1 euro du mégawattheure. Donc c'est ce que vous pouvez voir en haut à droite. On a pris un exemple, on a un volume de 500 mégawattheures pour un prix du mégawattheure qui va de 0,35 à 1 euro, et on a pris une offre médiane, un scénario moyen à 0,5, et donc ça vous donne un coût de 175 à 500 euros en passant par 250 euros par an. Donc ça, c'est si vous souscrivez à une offre 100% garantie d'origine classique, sous hypothèse que vous consommez 500 mégas. Donc sur la partie gauche, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait l'hypothèse que vous ayez souscrit à 50% de garantie d'origine, puisque le marché vous proposera, pour les lots 1 et 3, vous proposera de souscrire à 0, 50 ou 100. Donc c'est pour ça qu'on a pris 50 et 100 dans l'exemple. Et ensuite, l'idée, c'est finalement de se mettre à la place d'un membre qui a déjà souscrit à une garantie d'origine standard à hauteur de 100%. Donc on voit que le coût associé est de 500 euros par an, et de se poser la question suivante: avec 500 euros par an, quel volume je pourrais présenter en offre HVE. Donc en fait, dit autrement, c'est si j'alloue 100% de mon budget garantie d'origine standard à de la garantie d'origine à haute valeur environnementale, quel volume je peux souscrire, et donc ce qui vous permet par exemple de choisir les points de livraison que vous seriez tenté de présenter dans le lot HVE. Donc là, en faisant le calcul, vous voyez que, bien entendu, le surcoût n'a strictement rien à voir avec les garanties d'origine standard, puisque en bas à droite, sur une offre à 100% garantie premium, en scénario bas, vous êtes à 8 euros du mégawattheure. Donc là, c'est un surcoût, hein. C'est en plus de l'électricité, là je parle que de la garantie, et les offres à haute valeur environnementale les plus chères sont à plus 40 euros du mégawattheure. Donc évidemment, entre 8 et 40, on a toute la déclinaison possible, et en fait cette déclinaison possible, elle est relative à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que plus les garanties d'origine sont premium et sont issues de producteurs en direct, plus le surcoût est important, et pour les fournisseurs qui font un mix de garanties, le surcoût est moins important. Donc si on imaginait, ce que vous n'allez jamais faire bien entendu, si vous souscriviez à 500 MWh à 40 euros, ça vous fait 20 000 euros. Donc ce qui est évidemment prohibitif quand on consomme que 500 MWh. En revanche, si on fait le calcul à l'envers, si on se dit avec 500 euros je peux acheter combien de mégas, vous voyez en bas à gauche que 500 euros c'est à peu près 480 euros avec des garanties à 24 euros, et si les garanties sont à 40, on dépasse le budget, on est à 800, et avec des garanties à 8 euros on est à 160 euros. Donc en gros, cette collectivité elle pourrait souscrire environ, en fonction des prix, entre 2,5 et 4 euros, entre 2,5 et 4% de son volume en offre à haute valeur environnementale. Donc concrètement, on passe de 100% du volume qui pèse 500 euros à là, on aurait un choix restrictif à hauteur de 4%. Donc si demain vous décidez de remplacer votre fourniture garantie d'origine standard par de la HVE, ça sera évidemment que pour un certain nombre de points si vous voulez rester à budget constant. C'était ça l'idée principale qu'on souhaitait vous faire passer, et donc de bien identifier, si vous faites basculer que quelques points, en termes de communication, c'est beaucoup plus intéressant de choisir des points emblématiques qui reçoivent du public, donc des centres culturels, des centres sportifs, des écoles, des centres d'art, des centres ou des lieux qui sont emblématiques de votre commune. Alors sur cette partie-là, je vais pas redétailler l'ensemble des critères. Ce qui est important de retenir, c'est l'ajout d'un critère prépondérant qui est le critère numéro 1, modalité d'approvisionnement 100% ENR. Donc là, ce qu'on vous propose de faire, c'est que ce critère pèse 73% des points, alors que les autres critères qui sont également dans les autres lots ne pèsent que 27 points en tout. Et donc vous pouvez observer qu'au stade du marché subséquent, dans les lots 1 et 3 classiques, on avait un critère prix à hauteur de 80% et un critère technique à hauteur de 20%. Là, on se propose de faire le contraire, c'est que le critère technique soit prépondérant à hauteur de 75% et que le critère prix soit restreint à 25%. Donc autrement dit, on vise à mettre en avant les offres qui sont
les plus vertes, donc qui me mettent en avant les garanties d'origine premium. Bien entendu, pour toutes les collectivités qui veulent avoir des garanties d'origine classiques, vous pouvez tout à fait y souscrire dans les lots 1 et 3. Donc c'est pas du tout restrictif, on vous impose pas d'aller sur du HVE, mais ceux qui veulent le faire, du coup, le feront avec une qualité qui sera au rendez-vous de par cette répartition des critères qu'on vous propose. Donc, sur le planning prévisionnel de la consultation, donc, je ne sais pas s'il y en a, parmi vous, qui ont déjà testé la plateforme Weka pour le gaz. Donc, c'est la plateforme qu'on avait mis en place lors de la collecte des données pour renouveler l'accord 4 gaz de l'année dernière. Et donc, elle va ouvrir le 23 septembre et vous aurez jusqu'au 22 octobre pour mettre à jour vos données dans la plateforme. Après, sur la publication de l'accord cadre, on va publier au 15 novembre. Et puis, voilà, le début de fourniture sera au 1er janvier 2023. Donc, sur les modalités... Tu voulais dire quelque chose ? Alors je parle un peu fort, j'ai senti un petit peu du flottement dans la salle. Je sais que c'est un peu technique, mais on est tenu, pour vous faire adhérer, de vous expliquer comment les choix vont être faits. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on ne va pas vous demander d'assimiler ça du tout pour que vous adhériez au marché. Hein. C'est pas ça, hein, le but. Là, maintenant, Nalini va rentrer dans la procédure qui va vous permettre de venir dans le groupement, mais c'est vrai que vous allez devoir faire des choix et donc vous devez être informé. Hein. Donc, après, vous reprendrez votre PowerPoint avec vos collègues ou avec vos services et ça ira mieux, vous verrez. Voilà. Du coup, en fait, pour les membres qui sont déjà dans le groupement, ils n'ont pas nécessité de redélibérer. Donc, c'est uniquement les nouveaux membres qui doivent délibérer. Ceux qui veulent quitter le groupement doivent nous remettre une délibération pour quitter le groupement. Et sinon, vous devez, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, en tout cas, contacter les services à l'adresse achatenergie.te38.fr pour qu'on vous donne tous les documents nécessaires pour votre adhésion. Ah oui, sur la collecte, en fait, effectivement, quand vous mettez vos sites dans la plateforme, il faut être bien vigilant sur à ce que tous vos PDL soient recensés dans la plateforme pour que nous, on ait une estimation du besoin au plus proche de la réalité. Alors là, ce qui va être fait cette année, c'est on a récupéré toutes les données des marchés actuels la semaine dernière. Donc, c'est vraiment les données les plus à jour possibles. Bien entendu, quand vous avez beaucoup de points de livraison, vous êtes tenté de valider l'ensemble des points de livraison. Donc, de vous dire, bon, j'en ai à peu près 100, donc je mets OK. Dans la pratique, il faut vraiment que vous résiliez les points qui n'existent plus, que vous ajoutiez, s'il y a 1, 2 ou 3 points qui ne sont pas dans les fichiers qu'on a reçus des fournisseurs, de vraiment les ajouter. Puisqu'en fait, quand on fait des petites erreurs de 1 ou 2% sur un membre, c'est pas énorme, mais quand on le multiplie par le nombre de membres, c'est comme ça qu'on a des dérives de périmètre et donc des dérives de volume, ce qui ensuite peut être gênant lors des cotations et de la vie du marché. Dans l'exécution en fait du marché subséquent. Donc clairement là, le 23 septembre, ceux qui veulent adhérer au groupement vont sur cette plateforme, c'est ça ? Oui. Et auparavant, vous aurez envoyé, ils seront manifestés auprès du service pour vous envoyer. Nous, on va leur faire parvenir en fait les documents d'adhésion en fait. Voilà. Ceux qui ne sont pas dans le groupement devront prendre une délibération pour y rentrer. Voilà. Et après, il suffit, comme vient de le dire monsieur, de bien remplir sur la plateforme, d'être très précis sur vos points et voilà, ça devrait bien se passer. Et moi, j'attirerais juste votre attention sur les collectivités qui sont
encore éligibles aux tarifs réglementés de vente pour les sites inférieurs à 36 kVA. Donc effectivement, nous, on n'est pas dans le forcing pour que vous nous rejoigniez. Par contre, si vous nous rejoignez et que vous quittez les tarifs réglementés de vente, en fait, ce sera quasiment définitif. Vous ne pourrez pas ressortir de l'accord cadre ou du marché subséquent en cours d'exécution. Donc ça doit bien être discuté en amont avec vos services et que ce soit une décision qui soit réfléchie pour nous rejoindre ou pas. Et donc, dans la collecte, il y a un autre point qui est important. Donc, évidemment, il y a le périmètre. Et dans la plateforme, on va également vous demander si vous voulez souscrire à de l'énergie verte. Donc, le choix n'est pas définitif, mais ça permet d'avoir des estimations pour les fournisseurs. Donc, pour les lots 1 et 3, donc les lots à garantie d'origine classique, vous pourrez demander 0, 50 ou 100% de votre volume. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de vos points de livraison. Et pour le lot 2, si vous avez 1 ou 2 points que vous voulez placer dans le lot 2, il faudra souscrire l'option HVE. Donc ça sera précisé dans la plateforme, il y aura un encadré spécifique sur ces sujets-là. Mais vraiment la notion qu'il faut retenir, c'est garantie d'origine standard, c'est pour 50 ou 100% du volume de tous les PDL. En revanche, le HVE, vous choisissez PDL par PDL. Donc ça sera précisé, mais je préfère le dire ici. Oui. Donc nous, Mairie de la Côte-Saint-André, nous sommes déjà membres du groupement. Ça veut dire que nous allons mettre à jour le tableau jusqu'au 22 octobre. Et entre le 22 octobre et le 1er janvier 2023, si nous avons des optimisations d'abonnement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faudra attendre le 1er janvier 2023 pendant la procédure? Donc en fait, il y a 2 points de vigilance. Vous avez un fournisseur jusqu'à fin 2022. Donc c'est à ce fournisseur que vous vous adressez pour faire des optimisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les optimisations, il faut éviter de les faire en novembre et en décembre. Pourquoi? Parce que en fait, on peut pas avoir 2 demandes concurrentes auprès d'Enedis. Donc quand votre nouveau fournisseur met en place la bascule de tout le périmètre TE38, il le fait généralement à partir du 15 novembre. Et s'il y a une demande en cours qui a été faite par un autre fournisseur, ça bloque sa demande de bascule. Donc du coup, les optimisations, il vaut mieux que vous les fassiez dans le courant de l'année pour qu'en fait, il n'y ait aucune demande en cours au moment où toutes les bascules vont être faites en masse. Et donc parfois, quand vous avez des retards de bascule de périmètre, c'est soit que le nouveau fournisseur a oublié de faire la bascule, soit c'est qu'en fait, il y a déjà une demande concurrente, et donc les demandes se font en série. Et donc, en fait, le fournisseur refait sa demande jusqu'à ce que la demande puisse être acceptée. Moi, j'avais 2 questions. Nous, on est une commune qui n'est pas adhérente au groupement. On a 700 habitants. Et je n'ai pas tout à fait compris si on fait le choix d'avoir 2 types d'énergie, dont une énergie verte et une classique. Je ne comprends pas comment on envoie de l'énergie verte sur tel ou tel site, et puis de l'autre sur d'autres sites. Et ma deuxième question, je n'ai pas compris quel intérêt on avait d'adhérer au groupement. Par rapport à ce qu'on dépense aujourd'hui, comment on peut emmener une réflexion pour savoir si on a intérêt ou pas, parce que ça, on n'a pas compris. Alors sur la première question était si je souhaite souscrire à des garanties d'origine classique et éventuellement à des garanties d'origine premium, donc à une offre HVE, comment ça se passe avec le marché et surtout quelle est l'énergie qui est injectée finalement dans ma commune. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un fournisseur qui achète des garanties d'origine, qu'elles soient classiques ou premium, l'électricité qui arrive sur le réseau, c'est la même que tout le monde en fait. Donc en fait, la seule chose qui change, c'est que vous avez l'assurance que pour le volume que vous commandez, le fournisseur injecte de l'énergie à haute valeur environnementale puisqu'il a un contrat de gré à gré auprès de son producteur. Et pour les garanties d'origine classique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un point du réseau, en achetant cette garantie, en fait une garantie c'est 1 mégawatt. Donc en fait, il a la garantie que en fait, cette énergie sera injectée sur le réseau et ensuite l'énergie elle est mutualisée, l'électricité elle est mutualisée. Donc en fait, si vous voulez, vous achetez pas de l'énergie, vous achetez une garantie qui est une preuve qu'un volume équivalent est injecté. C'est comme un bon, si vous voulez. Et ensuite, sur l'intérêt du groupement, c'est ce qu'avait exposé, je ne sais pas si vous voulez. Si, c'était sur le fait que, en fait, l'effet volume de l'accord cadre en fait suscite l'intérêt des fournisseurs,
Donc on a une compétitivité accrue des fournisseurs. Et effectivement, l'intérêt du groupement, c'est d'avoir des prix plus avantageux que si vous souscrivez uniquement votre contrat tout seul dans votre coin, en fait. En fait, il y a des coûts, il y a différents points que vous pouvez optimiser d'un point de vue purement économique. Vous aurez une offre qui, nous, techniquement, on aura une offre de prix qui sera plus, avec une ingénierie de prix qui sera plus avancée. Donc, si par exemple aujourd'hui vous fixez 3 ans maintenant, vous voyez bien que vous allez signer à prix fort. Donc, l'avantage, c'est d'avoir accès à une ingénierie de prix qui est plus avancée parce qu'il y a une expertise derrière, mais aussi parce qu'il y a un volume minimal. En fait, quand vous avez un volume qui est trop bas, vous ne pouvez pas avoir accès à ces typologies de prix. Donc, il faut avoir un minimum 10 gigawattheures pour accéder à ces typologies de prix. Donc, ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que vous avez évidemment vous évitez de lancer une consultation. Donc, il y a quand même un coût interne qui n'est pas négligeable. Et ensuite, il y a évidemment toute la technicité, les aspects juridiques que vous n'avez pas besoin de gérer. Donc, il y a aussi c'est aussi un coût, mais c'est aussi du temps passé et c'est aussi un niveau d'expertise qu'il faut avoir. Et après, je finis juste là-dessus. Et après, l'intérêt du TE38 vis-à-vis de l'UGAP, c'est que ce qui peut être souvent reproché, ce qu'on entend communément comme grief de l'UGAP, c'est étant donné qu'il y a énormément de collectivités qui sont à l'UGAP, tout simplement. Parfois, quand vous avez un souci sur un sujet précis, vous appelez votre fournisseur, vous n'avez pas forcément de contact auprès de l'UGAP. Là, vous êtes avec un coordonnateur qui reste à taille régionale. Donc vous avez les avantages d'avoir un volume suffisant pour avoir accès à une ingénierie de prix avancée et en même temps la proximité locale qui vous permet d'avoir un ou plusieurs interlocuteurs au TE38 qui vous traitent comme des clients partenaires en fait. Donc vous avez un support en plus que celui de votre fournisseur en fait. Parce que vous êtes une collectivité de combien d'habitants, vous m'avez dit ? Et donc vous êtes encore éligible au tarif réglementé de vente ? Je suis de la commune de Ponsonnaz. Avec TE38, nous avons délégué notre éclairage public. Et ensuite, nous avons souscrit un contrat de concept en énergie partagée. Comment s'articule ces deux premières souscriptions avec une éventuelle souscription au groupement ? Là, c'est deux choses distinctes, en fait. Vous devez, si vous n'êtes pas du tout adhérent pour l'achat d'énergie, vous devez quand même délibérer pour nous rejoindre. Voilà, il n'y a pas de corrélation entre l'adhésion à l'éclairage public et l'adhésion à l'achat d'énergie, en fait. Ma question, c'est de savoir si notre contrat C, l'énergie en concept partagé, allait nous aider à prendre cette décision, à nous expliquer de façon peut-être un petit peu plus concrète. Oui, après, je ne sais pas qui s'occupe de vous sur quel territoire. Il faudra peut-être vous rapprocher effectivement de votre... vous avez souscrit au service CEP ATE38 ? D'accord. Je vous laisse peut-être vous rapprocher de votre interlocuteur alors. Ne serait-ce que pour la collecte des données. Ah non, sur la collecte des données, effectivement, ça sera à la collectivité de faire la propre démarche d'aller sur la plateforme. Ouais. Si vous voulez, moi, je ne sais pas combien vous avez d'habitants. Nous sommes 300. D'accord. Alors, nous, à l'époque, quand j'ai commencé avec TE38, on était à moins 2000. Donc, moi, je suis allée prendre le classeur avec les factures et puis j'ai fait tous mes PDL avec les puissances et les adresses et j'ai rentré ça sur le... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un temps de secrétariat ou pas, mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas laissé à ma secrétaire parce qu'elle était trop surbookée. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. C'est le seul gros travail qu'il y a à faire quand on adhère au groupement. Il faut fournir le PDL, les puissances, les adresses. Et après, quand il y a une modification, je ne sais pas, vous aménagez un appartement pour le louer à quelqu'un, et puis vous voulez que ça maîtriser la fourniture d'électricité, vous faites rattacher un nouveau point sur votre contrat. Là, c'est pareil, vous avez un interlocuteur, vous avez une petite fiche à remplir et vous signalez que vous voulez créer un nouveau point. Voilà. Ou l'éliminer s'il y a besoin, ou modifier la puissance, comme sur un passage en LED. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, effectivement, ce travail, il est à faire surtout quand vous êtes un nouveau membre. Parce que les anciens membres, ils auront déjà... on aura le retour déjà des distributeurs. Alors, ouais, là-dessus, pour bien clarifier... Oui. Pour bien clarifier, les membres historiques, on aura déjà toutes vos données pré-renseignées dans l'application. Donc il faudra juste enlever quelques points, rajouter quelques-uns, valider les interlocuteurs. Et pour les nouveaux membres, lorsque vous avez ce travail de complétion des références, des noms, des adresses, des points de livraison, rien ne vous empêche d'anticiper et de demander à votre fournisseur actuel de vous envoyer sur un tableau Excel la liste de vos points de livraison complète avec les adresses, etc. Ça vous évite de refaire de la ressaisie. Donc en fait, vous aurez un tableau Excel et vous n'aurez plus qu'à faire des copier-coller, ça sera déjà saisi. Donc ça, c'est un gain de temps qui est quand même énorme. C'est aujourd'hui votre fournisseur, quel qu'il soit, si vous lui demandez dès à présent la liste de vos points de livraison sous format Excel, il vous dira pas non. Donc il mettra peut-être un peu de temps à vous l'envoyer. Donc ça, vous pouvez l'anticiper dès à présent, mais en tout cas, ça vous évite de faire des ressaisies, ça vous évite de vous tromper dans la saisie des références à 14 chiffres, ce qui évite d'avoir des points qui ne sont pas reconnus par la suite. Donc ça, enlevez-vous ce travail et demandez un export à votre fournisseur. Donc certains vont vous répondre que l'export est disponible sur l'espace client. Encore faut-il que vous ayez vos logins mots de passe, que vous ayez un compte qui a été créé. Donc pour gagner du temps, demandez-leur directement ou de vous faire accompagner pour faire l'export sur l'espace client. Deux questions par rapport au PDL. Comment ça se passe lorsqu'on rajoute dans le contrat un PDL en cours de route? En fait, ça se fait par ordre de service. Donc, il faut faire une demande directement auprès du fournisseur et vous nous mettez en copie et du coup, ça se fait par ordre de service, voilà, de retrait ou d'ajout de site. Et ça se fait très bien, hein. C'est pas compliqué du tout, ça. Donc, c'est juste un formulaire à remplir et puis... La deuxième question, ça rejoint celle de tout à l'heure. Est-ce que si on vous transmet les consommations qu'on avait, par exemple, sur les 4 dernières années, vous êtes capable de nous simuler ce que ça nous aurait coûté si on avait été dans le marché actuel pour vendre au conseil municipal, pour prendre la délibération d'adhésion, pour dire ce qu'on va gagner et pas gagner, parce que je veux bien leur vendre qu'on sera plus vert, qu'on sera plus... voilà. Alors si vous reprenez les courbes, si par exemple aujourd'hui on vous fait une simulation sur les prix du marché actuel, donc le marché actuel de TE38 qui se termine en 2022, les prix que vous allez avoir avec le TE38 pour 2023-2025 ne seront pas ceux-là. Et ils ne seront pas ceux-là parce que les prix ont fortement augmenté entre-temps. Et donc en fait, quand vous comparez des prix en énergie, vu que vous avez des fluctuations parfois de 100% sur 3 ans, vous ne pouvez pas comparer le prix futur au prix actuel. C'était surtout sur le passé. C'est-à-dire je sais qu'il y a pendant 3 ans en arrière, j'ai consommé tant et j'ai payé tant. Est-ce que sur les 3 ans en arrière, on est capable de me dire, si vous aviez été à TE38, ça vous aurait coûté tant? Alors, oui, si vous avez votre prix unitaire, nous on connaît les prix unitaires par lot, donc par lot on sait qu'on dépense tant d'euros TTC du mégawattheure, donc si vous avez votre prix, si vous avez votre volume de conso et votre consommation annuelle en TTC, ça vous donne un prix unitaire, donc on peut comparer les prix unitaires. Après, c'est toujours le même sujet, si vous comparez une offre de prix que vous avez contractualisée à un moment donné, les marchés étaient très très hauts, et nous on l'a contractualisé où il était très très bas, on va être nécessairement meilleur que vous. Mais ça veut dire qu'il faut comparer. En fait, si vous voulez connaître la capacité de l'offre groupée d'être meilleure que celle d'une offre unitaire, il faut comparer en fait des cotations qui sont à des moments de temps assez voisins. Donc nous on l'a déjà fait, quand je dis nous c'est Magma, on l'a déjà fait sur des différents groupements où on compare des groupements entre eux, on compare des groupements à l'UGAP et on les compare à des membres qui signent tout seuls. Quand vous signez tout seul, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez souvent des grilles de prix, vous n'avez pas une cotation qui est faite. Donc en fait vous avez les grilles de prix du moment, donc c'est des prix qui ne sont pas nécessairement optimisés. Donc vous avez des écarts de plusieurs pourcents auxquels s'ajoutent les coûts de lancement de consultation. Inversement, vous n'allez pas avoir des écarts de 25%. Je parle toujours à deux dates proches d'analyse.
Évidemment, si vous comparez des périodes de temps totalement différentes, vous pouvez avoir des écarts qui sont énormes dans un sens ou dans l'autre. Il faut bien avoir conscience que ce marché d'électricité, le marché en général de l'énergie, c'est très très complexe. Donc partir tout seul, bon, vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est assez compliqué et c'est très facile de se faire avoir. Si vous le faites, lisez bien entre les lignes, etc. Après, pour ceux qui sont toujours en tarif réglementé, si vous voulez rester en tarif... C'est votre cas. D'accord. D'accord. De toute manière, je pense qu'à terme, ces tarifs-là vont mourir. Hein, il faut être clair aussi. Voilà. Tout seul, vous savez bien que quand on est sur un marché tout seul, en général, on est fragile. Hein, donc, on est plus costaud quand on est 300 ou 400. La complexité du marché. Par exemple, l'accompagnement que fait TE38 tout au long du marché, cet été, on a eu un gros souci sur une commune, je ne me rappelle jamais son nom, qui menaçait. Enfin, il y avait un brisbee entre c'était qui enfin, entre deux fournisseurs. Et du coup, la commune risquait de ne pas avoir d'eau. Et parce que la station de pompage était reliée à, voilà. Donc il y avait un couac au niveau technique. Le maire nous a appelés, il a dit au secours, le mois d'août arrive, j'ai pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? On a appelé qui de droit, on a secoué un peu tout le monde, et puis en 3 jours ça a été réglé. Mais si on n'avait pas pesé aussi lourd dans le marché, faut bien comprendre, c'est des gens, c'est l'argent hein, qui mène la danse là. Hein, donc voilà. Vous poser une question à vous. Oui. Vous êtes apparemment, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a combien de temps que vous êtes avec... Dans le groupement électrique? Oui. Alors moi, j'étais à mon premier mandat là en 2000. Ça devait être 2015 parce que moi j'ai une école maternelle qui a plus de 36 kVA. Donc j'étais déjà dans le groupement en tarif jaune tout de suite quand ils ont commencé. Après, comme j'étais dans le groupement pour le tarif jaune, on a pu rentrer assez rapidement dans le tarif bleu. Et là, je vais renouveler mon... Voilà. Donc vous avez bien, vous, en tant que vous avez bien la différence de prix, le bénéfice que vous avez eu? Alors franchement, j'ai pas dans la tête, j'ai pas calculé. Et puis je vais vous dire aussi, il y a eu de telles augmentations que c'est bien ce que disait l'AMO, c'est impossible à calculer. Enfin, moi j'ai beaucoup, dès le départ dès notre élection, on a pris toutes les factures, moi, j'ai tout épluché les factures avant d'être en CEP, avec toutes les augmentations de prix, mais de taxes aussi. Les fluctuations, elles sont quasiment de 2 mois en 2 mois, juste sur la facture. Hein, je vous parle pas d'aller voir sur la bourse de l'énergie. Hein. Donc voilà, moi j'ai très très vite compris que c'était tellement compliqué, que ça augmentait tellement et que ça en va encore beaucoup augmenter, que moi, comme c'est un moyen de protection, si vous voulez, je me suis dit, moi je suis trop petite, je peux pas gérer ça, je sais pas faire, c'est trop compliqué et c'est dangereux. Donc voilà, ça a été notre démarche apparemment. Après, si vous voulez tenter l'aventure... voilà, il y a pas. Mais moi personnellement, c'était dans cet esprit-là que j'ai adhéré que j'ai fait adhérer ma commune. Mais forcément, je suis bénéficiaire. Toute seule, qu'est-ce que j'aurais pu négocier toute seule face à des groupes comme Engie, Enedis, etc. EDF, clairement. À part, je vous dis éventuellement. Tant que vous êtes en tarif réglementé, peut-être que ça vaut le coup, effectivement. Voilà. Nous, le TE n'est pas là pour vous obliger à faire quelque chose. On est là pour proposer un service. Voilà. Après, si vous êtes bien comme ça pour le moment, mais voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous sentez que, en plus, les durées du groupement, c'est 3-4 ans, c'est pas énorme. Hein. Vous avez le temps de voir venir.
Ouais, mais c'est... Enfin, après, je pense que le PowerPoint qui va vous être envoyé, il faut le relire avec votre conseil municipal ou avec vos services, parce que je pense qu'à la lecture, à la relecture du PowerPoint, voilà, vous apprendrez mieux, parce que là, c'est vrai qu'il vous a été jeté dessus un certain nombre d'informations très, très techniques, très compliquées. Donc, c'est difficile, effectivement, vous êtes un peu noyé, mais on n'a pas le choix que de vous informer de cette manière-là. Je vous dis, on a bien essayé de défricher les choses, mais on ne peut pas non plus... il ne faut pas qu'après, nous, on soit accusés de ne pas vous informer correctement, quoi. En fait, c'est comme quand vous lancez un marché, que ce soit de travaux, de fournitures ou n'importe, vous ne savez pas les prix que vous allez obtenir. Là, c'est un peu pareil, sauf que vous allez lancer votre marché, sauf qu'au lieu de partir tout seul, on va partir en groupement, on va partir tous ensemble et on va dire, bah, vous voyez, les fournisseurs, nous, on vous propose un volume de temps. Bah, faites-nous les meilleurs prix, parce que si vous ne faites pas les meilleurs prix, vous ne l'aurez pas, ce volume-là. Et vous perdez tout ça. Et en fait, vous n'avez pas les prix au moment où vous lancez votre consultation, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'engager en disant, vous allez obtenir des baisses, vous allez obtenir... Voilà, nous, on va juste dire qu'on va tous partir ensemble et on va y aller, on va essayer d'obtenir les meilleurs prix et le meilleur service à côté. Oui, je rajoute juste un truc. Après, soit vous laissez venir suivant si vous êtes en tarif réglementé ou pas, ou suivant si vous hésitez trop, soit vous pouvez tenter l'expérience là maintenant, puis dans 4 ans dire non, bah, finalement ça ne me convient pas. Enfin voilà quoi, enfin, on n'est pas... Voilà, allez-y. La situation aujourd'hui, on n'a pas de contrat particulier, nous, avec EDF. Et on paye si nous demande. Qu'est-ce qui se passe si on reste dans cette situation-là? Bah, vous êtes au tarif réglementé, en fait. Donc, vous allez subir chaque année l'évolution des tarifs réglementés. Si on est en adhérence avec le groupement, ça sera un prix qui aura été négocié au départ, au début de la tranche, au début des 3 ans, et par le groupement, qui sera obligatoirement plus faible que celui qui sera imposé. Non, il n'y a pas de garantie sur le fait qu'on obtienne des prix plus avantageux que les tarifs réglementés de vente, surtout le contexte actuel n'est pas vraiment en tendance baissière, on va dire. En fait, c'est un peu comme si on jouait en bourse. Voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont en tarif réglementé, vous n'êtes pas obligés. Ceux qui le sont plus. En fait, vous passez en marché ouvert, vous passez en marché dérégulé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ouverture des marchés, elle s'est faite par étapes depuis les années 2000. Donc, pour les collectivités, ça a commencé dans les années 2015-2016. Et donc, les impositions de sortir sur les marchés dérégulés, elles sont quasiment terminées. Il ne reste plus que les collectivités qui ont moins de 10 agents ou 2 millions au bilan. Et donc un jour, ça va peut-être aussi disparaître, quoi. Si on regarde les textes européens, comment ils sont rédigés, on a encore une exception qui est le panel que je viens de citer. Un jour, ça risque de disparaître. Après, dans l'intervalle, vous avez tout à fait le droit de rester en tarif. Donc un tarif, comme son nom l'indique, ce n'est pas un prix de marché, c'est un tarif, donc il est réglementé et il est arrêté par décision, par décret chaque année. Évidemment, ces tarifs, ils sont pas choisis au hasard, ils suivent l'évolution des prix et des coûts des moyens de production en France. Donc évidemment, les tarifs augmentent de proche en proche, d'année en année. Aujourd'hui, si on fixait pour 3 ans le prix de l'énergie, vu que les marchés sont très hauts, on pourrait avoir des prix moins compétitifs que les tarifs réglementés. Après, les prix vont être contractualisés plutôt l'année prochaine, voire les années suivantes pour 2023, 2024, 2025. Donc en fait, les prix vont peut-être, par rapport à aujourd'hui où ils sont à 100, ils vont peut-être baisser à 70 ou à 60, comme c'était le cas il y a 6 mois. Donc en fait, si on faisait le calcul aujourd'hui, la réponse, elle serait sans doute non compétitive. Si on faisait le calcul dans un an, la réponse serait sans doute pas la même. Et pourquoi on vous donne pas de réponse théorique? C'est que, par exemple, quand vous avez un point qui a une puissance souscrite forte et qui consomme quasiment pas, et vous allez avoir un gain ou une perte par rapport au TRV qui n'aura rien à voir avec un point qui a une puissance souscrite plutôt faible et qui consomme beaucoup.
Parce qu'en fait, il y a une répartition entre les parts fixes et les parts variables qui change complètement la donne. Donc en fait, vous pouvez avoir des points sur lesquels c'est très bénéfique, d'autres moins. Il faut regarder en moyenne. Et vous avez des structures de collectivité où vous êtes plutôt toujours dans le gain quand vous faites ce genre de calcul, et d'autres où vous êtes un peu moins. Vous avez des gains qui sont beaucoup moins forts. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut mener collectivité par collectivité. Et c'est sûr, quand vous le faites, quand les prix sont à 110 ou à 118, bon, bah, c'est sûr que c'est un moment pour faire le calcul qui n'est pas le meilleur. Est-ce que vous pouvez rappeler les différents lots qui sont, en quoi ils consistent? Alors, le premier lot, c'est les lots sur le territoire d'Enedis avec des garanties d'origine ou non. Donc, vous pouvez très bien... Vous êtes sur le territoire d'Enedis, vous ne voulez pas de garantie d'origine, vous êtes dans le lot 1. Si vous voulez 50% ou 50% de garantie d'origine, vous êtes aussi dans le lot 1 Enedis. Le lot 3, c'est la même chose, mais sur le territoire de Greenalp. Donc, c'est les points de livraison qui ne sont pas distribués par Enedis, mais par une entreprise locale de distribution dans votre région. Et le lot 2, c'est un approvisionnement à haute valeur environnementale, uniquement pour les points de livraison qui sont distribués par Enedis. C'est à nous de nous positionner ou comment ça se fait en fait Alors, nous, en fait, avec la référence de vos points, on sait si vous êtes chez Enedis ou pas. Donc, en fait, dans la solution de collecte, on vous demande de déclarer vos points et on vous demande de préciser si vous voulez des garanties d'origine ou pas. Donc nous, la ventilation entre Enedis et Greenalp, on sait la faire sans vous la demander. Donc c'est pour ça qu'on ne vous la demande pas. On le sait avec la nomenclature des références. Donc on vous demande simplement de vous positionner sur le pourcentage de garantie d'origine classique. Est-ce que vous en voulez pas ou est-ce que vous en voulez 50 ou 100? Et si jamais vous voulez des garanties d'origine premium, on vous demande de préciser le ou les points pour lesquels vous le souhaitez. Donc en fait, on ne vous demande pas de vous embêter avec le distributeur. C'est nous qui nous en chargeons. J'ai une question par rapport à la prise en compte des nouveaux sites qui sont en cours de construction, pour lesquels on n'a pas encore de PDL, mais qui vont être opérationnels en 2023 et pour le marché sur des regroupements. Alors là-dessus, donc dans le marché, il y a une clause de flexibilité. Donc la clause de flexibilité, par défaut, elle est à plus ou moins 10%. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement justement au tarif, quand un fournisseur fait une cotation, il fait une cotation sur le volume qu'on présente. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien faire l'exercice de collecte, parce qu'en fait le fournisseur il se base sur ce périmètre pour faire sa cotation. Et après il ne faut pas que dans l'exécution du marché il y ait un bouleversement économique du contrat. Voilà, c'est ça en fait la problématique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met un seuil de flexibilité à 10% pour se laisser une marge de manœuvre pour les nouveaux sites entrant en cours d'exécution du marché. C'est par lot en fait que ça fonctionne. Ça fonctionne par lot. Donc par exemple dans le lot 1 où vous avez 110 gigawattheures, si vous rajoutez un point en 2023-2024, vous allez effectivement impacter la clause de flexibilité de plus ou moins 10%, mais vous aurez les mêmes prix. Tant que la clause n'est pas atteinte, vous aurez les mêmes prix. Et donc ensuite on peut réfléchir à des mécanismes, on augmente le niveau de la clause. Donc si vous avez que si lors de la collecte vous ne connaissez pas le PDL, ça sert à rien de nous dire rue un tel, je vais construire tel point. Tant que vous n'avez pas le PDL, c'est pas la peine de nous le dire. En revanche, si jamais vous avez le PDL, vous pouvez l'indiquer même s'il n'y a pas de consommation derrière pour le moment. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le lien entre 238 et Bacma Solutions? Alors nous, on est juste l'assistant maîtrise d'ouvrage. C'est tout. Voilà. En fait, vous nous avez peut-être déjà vu parce qu'on... Cabinet extérieur. Oui, on a un cabinet extérieur, on a déjà accompagné TE38 sur le gaz et sur l'électricité. Et donc on accompagne une quinzaine de syndicats en France sur ces sujets-là. On accompagne la centrale d'achat de toute la sécurité sociale. Et on accompagne plusieurs groupements qui réunissent des métropoles, des villes et des CCAS dans certaines régions. Donc on a surtout, notre typologie de clients principale, ce sont des syndicats départementaux d'énergie. Et donc on travaille surtout avec des groupements, quasiment que avec des groupements de commandes. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Ah, pardon. Je suis sur un groupement. Mon point de livraison compteur est HS, il brûle. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui,
j'ai un fournisseur, je l'appelle, je dis, ben voilà, alors, il marche plus. Là, comment ça se passe? Ça se passe de la même façon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que TE38, c'est le coordonnateur du groupement. Et l'exécution des marchés, elle se fait membre par membre. C'est-à-dire que en fait, vous n'avez aucun intermédiaire. Vous pouvez appeler votre fournisseur directement. Vous êtes une station de ski ou pas du tout? Vous êtes Méribel, c'est ça? On n'a pas de station de ski. Ok, je me suis dit... D'accord, du coup, je voulais savoir si la question était liée à une activité... Non, mais parce que du coup, je voulais savoir si la question était liée par rapport à une activité où il faut que l'exploitation du site ne soit pas interrompue. C'est pour ça que je posais la question. Donc en fait, quand vous avez un compteur qui brûle, le fait que vous passiez par TE38, ça change strictement rien. Vous êtes en contrat unique, donc vous appelez votre fournisseur. Et donc le fournisseur va prendre votre demande, la qualifier, et ensuite, si ça nécessite un déplacement d'Enedis, ils vont vous transmettre un numéro de ticket avec Enedis. Mais si vous étiez tout seul, ça serait pareil. Juste, ce qui est mieux, c'est que si vous avez un problème avec votre fournisseur qui répond pas, comme ça arrive de plus en plus, parce que maintenant, quand vous appelez les plateformes, ça vous envoie à péta ou schnock. Nous, en fait, si vous avez un problème, vous appelez TE38 par la suite. Et nous, on appelle notre coordonnateur chez le fournisseur et on lui dit comment ça, ils vous ont appelé, vous n'avez pas répondu. Maintenant, vous répondez au problème. Et donc, du coup, on règle le problème généralement beaucoup plus rapidement que si vous appelez la plateforme de votre fournisseur quand vous n'êtes pas avec un groupement de commandes. C'est là la nuance. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que nous avertit de tout aléa au cours de l'exécution du marché pour qu'on puisse intervenir, voilà. Ouais, en fait, appuyez votre demande en cas de besoin. Il y a même deux niveaux en fait, c'est-à-dire que quand vous contractualisez tout seul, parfois vous n'avez pas d'interlocuteur identifié. Donc là, dans ce marché, vous avez un référent technique identifié, et si ça se passe mal, TE38 a un interlocuteur contractuel. Donc en fait, si vous voulez faire escalader une demande, TE38 peut relancer cet interlocuteur technique, mais aussi l'interlocuteur contractuel. Alors quand vous signez un contrat en direct, parfois vous êtes, en fonction des fournisseurs, vous pouvez être sur des plateaux téléphoniques d'appel ou sur des boîtes mail génériques. Donc vous êtes quelque part un numéro dans l'ensemble des demandes, quoi. C'est ce qui s'est passé cet été, ce que je vous ai raconté. Le maire m'a appelé en désespoir. Enfin, il a pas eu le réflexe tout de suite d'appeler le TE. Donc moi je lui ai dit mais il n'y a pas de souci, on est là, donc voilà. Oui, alors on a des questions aussi. On en a une à l'oral et plusieurs à l'écrit. Alors à l'oral, on a monsieur Alexandre Gauthier de la commune de Roche-Toirin qui va prendre la parole. Je me permettais, en fait, moi je suis nouveau au conseil municipal, donc je découvre un petit peu l'électricité, donc j'ai 2-3 petites questions à vous poser. En gros, le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de nous proposer, TE38 propose aux communes de participer à un groupement pour négocier le prix de l'électricité de 2023 à 2025, c'est ça? Oui, c'est ça, vous avez tout à fait raison. D'accord. Donc, et en fait, il faut délibérer avant le 15 novembre et il faut délibérer à partir de quelle date? Dès que vous pouvez. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a eu un conseil municipal lundi et la maire de ma commune m'a dit en fait qu'on ne pouvait pas délibérer tout de suite. Il fallait délibérer après la réunion, c'est ça? Après, c'est peut-être qu'il fallait attendre d'avoir les informations, peut-être pour délibérer, mais après, vous pouvez délibérer au prochain conseil municipal. En tout cas, votre délibération ne pourra pas être prise en compte après le 15 novembre, en tous les cas. D'accord, d'accord. Et une fois qu'on a délibéré, donc, et si on est d'accord pour aller dans votre groupement, ça veut dire qu'on vous donne toute liberté pour négocier les prix, tout en sachant qu'on ne sait pas si vous allez mieux les négocier qu'actuellement. Je suppose que oui, mais en fait, il faudrait peut-être que nous, on se renseigne pour savoir nos prix actuels et savoir... Mais bon, je pense que vous allez mieux négocier que ce que nous négocions. Mais en fait, on vous donne la liberté de négocier, on vous fait confiance, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a une première question à l'écrit. Pour les communes encore éligibles à l'offre tarif réglementée, si nous ne rejoignons pas le groupement, est-ce que l'offre tarif réglementée sera valable jusqu'à la fin du marché du groupement? À défaut, quelle solution aurons-nous à la fin de ces offres réglementées si nous ne pouvons pas rejoindre le groupement en cours de marché? C'est ce qu'a dit Maxime tout à l'heure. En fait, vous pourrez enfin souscrire une offre dérégulée, non?
Oui, alors en fait, c'est une question de calendrier. Les tarifs réglementés, pour l'instant, sont maintenus pour les éligibles au TRV. La question est finalement, si jamais les TRV disparaissent, par exemple, fin 2024, et que le marché en cours continue jusqu'à fin 2025, ça veut dire que vous avez, pendant un an, vous n'avez pas nécessairement de possibilités si vous n'avez pas délibéré et vous n'avez pas rejoint le groupement. Donc vous pouvez très bien, pendant cette année-là, souscrire à une offre en direct avec un fournisseur et rejoindre le groupement dès que vous le souhaitez. Je précisais quand même que normalement TE38 est assez réactif quand il y a des changements de législation, et c'est vrai qu'on a eu le cas quand les moins de 36 ont disparu pour une partie des collectivités. On a lancé un marché en moins d'un an pour répondre aux besoins de ces collectivités sur une période courte de fourniture. Je crois qu'on avait mis 1 an de fourniture, et donc 2 ans, pardon. Et donc du coup, généralement, voilà, si c'est une fin de réglementation, ça veut dire qu'il y a disparition totale des tarifs réglementés. Je suis amenée à croire qu'on essaiera de lancer une consultation pour les besoins de ces collectivités qui seront concernées. En tout cas, en tant que vice-présidente, c'est ce que je soutiendrai fortement. Voilà. On a Madame Di Fonso de la commune de Saint-Jean-de-Moirin qui va également prendre la parole. Non, en fait, c'était pour essayer de bien comprendre quand même ce qu'on pouvait estimer y trouver dedans et pour faire notre choix. Tout à l'heure, j'ai vu assez rapidement et je vais donner un peu plus de détails sur. Alors en fait, quand vous achetez de l'électricité standard, donc c'est-à-dire sans garantie d'origine, finalement, votre fournisseur, il achète de l'énergie sur les marchés et donc en fait, il vous approvisionne avec le mix énergétique national. Donc le mix énergétique national, c'est du nucléaire, de l'éolien, du solaire et des centrales combinées gaz qui produisent de l'électricité. Donc en gros, quand vous avez une offre classique, c'est le mix national qui l'emporte. Si vous voulez verdir votre consommation, vous pouvez demander à votre fournisseur de souscrire à des garanties d'origine. Donc les garanties d'origine, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que l'électron qui arrive physiquement sur votre commune et dans votre compteur est vert. Ça veut dire que votre fournisseur a acheté un volume équivalent à votre consommation, a acheté un volume de garantie équivalent à votre consommation, et ensuite c'est à vous de choisir quelle qualité de garantie vous souhaitez en fait. Si vous voulez une garantie standard qui est moins chère, vous allez en fait, votre fournisseur va allouer un volume de production d'énergie renouvelable en choisissant plutôt des moyens de production type barrage à haute puissance, ce genre d'installation. Si en revanche vous voulez véhiculer une image d'une collectivité qui soutient des projets de nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable, donc des petites centrales photovoltaïques, des barrages de petite ou moyenne puissance répartis sur le territoire, ou des petites fermes solaires ou éoliennes, et là concrètement vous allez avoir des prix de garantie qui sont plus élevés, mais la contrepartie c'est que finalement votre collectivité elle soutient le développement d'une filière et surtout elle le soutient au-delà des subventions de l'État. C'est-à-dire que l'État subventionne un certain nombre de filières de moyens de production d'énergie renouvelable, et avec les garanties d'origine premium, en fait vous allez au-delà de ce soutien et vous participez en fait aux moyens de production aujourd'hui et surtout à venir en fait. Donc vous contribuez au développement économique de cette filière. Ce qui n'est pas le cas quand vous souscrivez des garanties d'origine standard, puisque ce sont des moyens de production existants ou c'est pour la maintenance de moyens de production existants. D'accord. Mais du coup, merci. Mais du coup, ça veut dire que, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Quand vous allez négocier le lot 2, vous allez faire apparaître cette demande via les critères et la notation des critères, où on va avoir vous allez nous garantir un pourcentage de part HVE dans l'énergie qu'on aura, dans le volume d'énergie qu'on aura. Alors, donc effectivement, ça c'est une bonne question. La question en clair, c'est est-ce que
on fait le classement des offres techniques, et donc là, ce que vous venez de dire finalement, c'est est-ce qu'on met techniquement le plus de points à ceux qui ont le plus de garanties d'origine premium dans leur approvisionnement, ou est-ce que on choisit, on impose un minimum d'offres premium dans chacune des offres. Donc nous, on a plutôt pris le parti de viser une offre qui est techniquement la plus qualitative, puisque par ailleurs, on permet aux membres de choisir des garanties d'origine standard sur les autres lots. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a d'autres acteurs publics qui ne proposent pas de garantie d'origine standard dans leur marché et qui proposent simplement des garanties d'origine HVE, et donc qui demandent un minimum de garantie premium, comme vous l'avez indiqué dans la deuxième partie de votre question. Sauf que là, en l'occurrence, comme on propose des garanties d'origine standard dans les autres lots, là, on vise plutôt des garanties premium les plus qualitatives possibles. Donc on va plutôt mettre un critère technique fort, et ensuite, malgré ce critère technique fort, évidemment, les offres qui ne sont pas compétitives économiquement seront pas forcément retenues. Je ne sais pas si c'est clair comme ma réponse. À moitié, c'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que moi, si je me positionne demain dans le groupement et que je choisis le lot 2, je suis capable de dire dans mon achat d'électricité, j'ai X% d'énergie verte ou pas? Alors il y a des acteurs qui ne s'engagent pas sur un minimum de... En fait, je vais vous répondre différemment. Vous avez des fournisseurs qui couvrent 100% de leur conso avec des offres HVE. Donc d'emblée, vous savez que votre offre, elle sera 100% HVE. Vous en avez qui le font qu'à hauteur d'un certain pourcentage. Et donc, certains le précisent dans les mémoires techniques, d'autres ne le précisent pas. Et si le TO38 imposait un pourcentage... en fait, dans les faits, si vous imposez un pourcentage qui est trop haut, vous aurez très peu de réponses en fait. Donc l'un dans l'autre, soit vous imposez un pourcentage mais qui sera relativement faible pour que vous ayez des réponses, et donc vous aurez le pourcentage qui sera celui imposé par le TO38. Mais c'est pas ce qu'on a retenu comme méthode. On a retenu de privilégier les fournisseurs qui proposent un maximum de garantie d'origine premium, sachant que ce maximum va jusqu'à quasiment 100% chez certains fournisseurs. Donc, si j'ai bien compris aussi, le tableau de départ que vous avez présenté avec les différents fournisseurs et il y en a certains qui apparaissaient avec des offres effectivement vertes, moins connues que Engie, Enedis, et voilà. Donc ceux-là, vous allez dans le cadre du lot 2, c'est probable qu'ils deviennent nos fournisseurs. En fait, ceux qui ont deux croix, ceux qui ont deux croix, c'est ceux qui ont les offres les plus vertes, en fait. Voilà, c'est ça. Mais du coup, donc ça veut dire que concrètement, ils pourront être nos fournisseurs si c'est eux qui savent répondre. Alors, très typiquement, ces fournisseurs vont même répondre que à ces lots-là. Ils vont répondre que au lot 2. Et donc, c'est leur site prioritaire de marché. Alors, on a encore une question à l'écrit. Vous semblez réservé sur l'intérêt de rejoindre le groupement pour les communes éligibles au tarif bleu réglementé. Sur la base des prix de marché actuels, quelle est la probabilité que le tarif de groupement soit meilleur que le tarif réglementé? Oui, du coup, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez mettre vos données sur la plateforme et délibérer après. Sauf que la date limite pour la délibération, c'est le 15 novembre. A-t-on une idée de la date de fin des tarifs réglementés? On n'a pas une boule de cristal encore pour répondre à la question. Si on quitte le tarif réglementé, peut-on y revenir dans 3 ans? Non. Je n'arrive pas à voir ce que vous apportez de plus par rapport à l'UGAP. Ça, c'est à vous de répondre. Moi, je vais faire une partie de la réponse. L'UGAP a aussi un consultant qui fait l'ingénierie des prix. Donc, nous, on a le même rôle auprès de TE38. Et sur la deuxième partie de la réponse, donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en termes d'ingénierie de prix, l'UGAP n'a rien à vous envier.
Nous, personnellement, on a accompagné une quinzaine de syndicats et d'autres centrales d'achat à passer au prix dynamique et à pouvoir optimiser leur prix. Donc là-dessus, on n'a pas de... On n'a rien à envier à l'UGAP, et comme vous l'a dit le TE38, sur la partie accompagnement, l'accompagnement du TE38 est beaucoup plus présent. Les griefs qui sont souvent faits à l'UGAP, c'est un manque de proximité et des difficultés à joindre les fournisseurs et à joindre l'UGAP en cas de problème. Donc ça, ce sont les griefs qui sont les plus souvent remontés. Et ce qui est généralement le plus souvent remonté auprès des syndicats départementaux d'énergie, c'est que justement, ils sont disponibles pour leurs membres en cas de problème d'erreur de facture, de problème sur des coupures de compteurs ou tout autre problème avec leurs fournisseurs. Donc c'est là-dessus que vous avez quand même un... La plus-value qu'on a, c'est juste qu'on est un acteur de proximité au plus près des collectivités. Comment se passe la résiliation avec le fournisseur actuel en cas d'adhésion au groupement? C'est transparent. C'est le fournisseur titulaire du marché qui s'occupe de tout. Il n'y a pas de durée d'engagement restante ou sur des contrats qui pourraient exister? Alors, si vous êtes en tarif réglementé, si vous êtes en tarif réglementé, c'est totalement transparent. En revanche, si vous êtes déjà en marché dérégulé auprès d'autres fournisseurs, vous devez indiquer lors de la phase de collecte, vous devez indiquer la date de fin de votre contrat. De fin de contrat. Donc en fait, vous allez rentrer de façon différée dans le marché. Pouvez-vous indiquer les conditions pour bénéficier du TRV? Bénéficier du TRV, vous en bénéficiez de fait? Non, c'est moins de 10 salariés. Ah pardon, moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Et dernière question, par rapport à l'UGAP, TE38 nous fournit des prix plus chers ou moins chers? En fait, on ne peut pas comparer, parce que peut-être que l'UGAP passe des marchés... nous, on n'est pas du tout sur le même calendrier que l'UGAP, et du coup, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, puisque l'important dans un marché d'énergie, c'est le moment où vous passez votre contrat. Donc, alors là-dessus, nous dans le passé, on a déjà fait des comparaisons sur des marchés qui étaient lancés à peu près soit en même temps, soit à des niveaux de prix équivalents. On avait des prix qui étaient relativement équivalents, voire parfois meilleurs, parfois un tout petit peu moins bons. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un effet inverse, c'est que quand votre groupement il est trop grand, il y a certains fournisseurs aussi qui rajoutent des coûts de traitement parce qu'il y a un nombre de membres qui devient colossal à traiter. Et donc en fait, il y a aussi un effet inverse qui peut se produire. Donc un volume conséquent permet d'avoir une ingénierie de prix avancée. À l'inverse, des marchés qui deviennent des usines à gaz, c'est aussi une prise de risque pour les fournisseurs. Donc en clair, à contexte de marché équivalent, l'UGAP a pas sensiblement des prix meilleurs que TE38. Et les comparaisons passées l'ont déjà montré. Est-ce qu'il va y avoir qu'un fournisseur de retenue? C'est un fournisseur par lot. Voilà. Ah, d'accord. Donc on peut avoir 3 fournisseurs différents pour l'ensemble. Je vais poser ma question autrement. Imaginons que nous, on fasse le choix d'avoir 50% d'énergie verte dans notre consommation à travers le groupement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un groupe, mettons, Engie, qui soit mieux placé dans l'énergie classique, fournisse l'énergie classique, que ce soit un autre fournisseur qui fournisse l'énergie verte? Si vous prenez que 50% d'énergie, si vous prenez 50% d'énergie verte dans le lot 1, si vous prenez 50% de garantie d'origine standard, vous n'aurez qu'un seul fournisseur. C'est-à-dire que si par exemple Engie remporte le lot 1, certains membres vont demander 0%, d'autres 50%, d'autres 100%, mais vous serez tous dans le lot 1 avec Engie. Simplement, vous aurez demandé à 50% de garantie d'origine. Si en revanche vous avez un de vos points qui est en offre HVE, vous aurez un point dans le lot 2 et vos autres points dans le lot 1. Et dans le lot 3, ça concerne que les membres qui sont distribués par les ELD, donc vous n'aurez pas de fournisseur, vous n'êtes pas concerné par le lot 3 en fait. Qu'est-ce qui se passe si la demande en électricité verte par l'ensemble des adhérents à un groupement excède la capacité de production des fournisseurs d'énergie? Si. Alors, il y a une réponse qui est assez... en fait, il y a le signal prix des offres à haute valeur environnementale fait que
Pour l'instant, la demande suit la capacité, c'est-à-dire qu'en fait, les offres, elles sont beaucoup plus chères que les offres standards. Donc en fait, les clients, ils vont pas à pas. Si on remonte 4-5 ans en arrière, personne ne prenait des garanties d'origine ou très peu. Il y a 3-4 ans, vous avez un certain nombre de collectivités qui ont pris des garanties d'origine standard. Depuis 2-3 ans, vous avez des collectivités qui placent quelques points en offre de valeur environnementale. Et donc en fait, ça se fait de proche en proche. Vous avez des collectivités qui vont du coup faire en sorte que cette filière se développe. Et le jour où le point d'équilibre va basculer, c'est-à-dire qu'il y aura autant de volume en offre HVE que classique, c'est aussi comme ça qu'on nourrit l'investissement de cette filière. Mais aujourd'hui, les prix étant relativement élevés, bah, naturellement, tous les clients n'y vont pas du tout, et ceux qui y vont, c'est exceptionnellement rare d'avoir un membre qui met tous ses points en lot HVE. Nous, ça nous est arrivé sur un marché, ça nous est arrivé 2 fois. C'était une communauté d'agglos qui a mis toute une typologie de points. Mais sinon, la plupart du temps, c'est certaines collectivités qui mettent que certains points. Comment est-ce qu'on a la garantie que le surcoût, quand on doit être en énergie verte, que le surcoût payé va bien servir à faire de l'investissement dans la filière? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça fait partie justement d'un des critères techniques. C'est que dans les critères techniques, on demande plusieurs choses. On demande quel est le pourcentage de consommation qui est couvert directement par des producteurs qu'on vise, et ensuite on demande comment est investi l'argent qui est récupéré par le fournisseur. Donc vous avez en fait des fournisseurs qui investissent l'intégralité dans des nouveaux moyens de production et dans des projets aussi de sensibilisation aux énergies renouvelables. Et inversement, ceux qui font une partie HVE, une partie classique, bon, bah, la rémunération, elle sert à acheter de l'énergie sur les marchés à court terme. Donc elle sert pas du tout à lancer cette filière. Donc c'est pour ça qu'on a des critères techniques de ce type-là. Donc on les a pas détaillés. Ils sont indiqués dans une des planches. Vous verrez le tableau, il est juste en dessous du graphique où on vous montre la différence entre les garanties d'origine premium et standard, juste en dessous de ce tableau. Non, ouais, c'est un peu plus loin. Là, juste avant. Les critères, ils sont juste en dessous du graphique. Non. Là. Non. Les critères de... Les critères qu'on se propose de présenter sur le lot HVE, ils sont présentés en dessous du graphique. Là, stop. Ils sont juste là. Donc, dans les modalités d'approvisionnement, c'est là où justement on a la précision des pourcentages. Donc là, les fournisseurs précisent les pourcentages et précisent le modèle en fait de répartition du chiffre d'affaires par entreprise. Dans le tableau précédent, en fonction de quoi vous classez en réponse probable, réponse incertaine, réponse... Ça, c'est ce qu'on constate sur des marchés équivalents, donc des marchés de même taille. Vous avez des fournisseurs il y a des fournisseurs qui répondent peu en marché public, d'autres oui. Il y en a qui répondent moins en groupement de commandes, d'autres non. Et vous avez ensuite, vous avez des fournisseurs qui répondent à tous les marchés, hein, les fournisseurs dominants. Et donc typiquement, par exemple, les NERCOP, Planète Oui, quand vous voyez du rouge un peu partout sur les premières colonnes, ils ne répondent pas sur... Étant donné que leur approvisionnement est 100% HVE, ils ne répondent pas sur les marchés à court terme. Donc en gros, ils se sourcent quasiment qu'en gré à gré. Donc ils ne visent pas ces marchés-là, et d'ailleurs, ils ne sont pas du tout compétitifs. Et inversement, les acteurs dominants du marché, Engie, j'ai mis orange parce que Engie a des offres qui restent compétitives sur la partie haute valeur environnementale, mais dans les faits, c'est des garanties d'origine qu'ils proposent sont principalement celles de la Compagnie nationale du Rhône, qui sont des barrages de haute puissance, qui sont des moyens de production déjà amortis. Ce qui ne veut pas dire, attention, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'investissent pas dans des nouveaux moyens de production. Simplement, aujourd'hui, en part des offres qu'ils proposent, ils sont plutôt sur des parts qui sont relativement restreintes, à l'inverse des petits producteurs, des petits fournisseurs qui, eux, se focalisent sur le développement des nouvelles filières.
Bon, par exemple, aujourd'hui, avec la nouvelle politique de Total Energy, bon, bah, vous allez de façon à peu près certaine, ils vont proposer ce nouveau type d'offre avec la nouvelle marque, le nouveau logo. EDF, c'est pareil, ils ont aussi des projets qui mettent en place, notamment dans le privé, des contrats de partenariat public-privé. Ils réfléchissent à cette question-là, ils vont pas rester sur ces sujets-là, ils vont pas rester muets. Ils vont évidemment en proposer à terme. Simplement, aujourd'hui, sur les projets à répartition locale ou régionale, c'est plutôt des petits acteurs qui sont présents. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en biogaz. Mais en fait, là c'est la photo du marché aujourd'hui. Si on faisait la photo en biogaz, bah, les deux principaux fournisseurs de biogaz sont des gros fournisseurs, ce qui n'est pas le cas, en élec, mais qui sera peut-être le cas lors du prochain groupement. Bon, bah, je vous remercie pour votre attention alors et vous souhaite une bonne journée. Merci.